Bonjour à tous, bienvenue à notre 17e capsule historique et aujourd'hui on fait mention en fait d'un homme qui au premier abord pourrait sembler banal mais en fait qui se rend compte et surtout quand on l'observe de plus près se pointe pour être quelqu'un en fait d'assez intriguant, intéressant dans son approche. Donc c'est aujourd'hui on discute du curé Antoine Labelle, donc qui a été surnommé le roi du Nord. Donc, on va peut-être voir une certaine symbolique ou représentation avec les rois de quelque chose, comme j'avais fait avec Duluth et le roi de l'Ouest, le petit roi de l'Ouest plutôt. Et bien, si vous n'avez pas regardé, évidemment, je vous invite à aller vérifier. Mais celui-ci, en fait, est un roi à sa façon pour une toute autre raison. Et c'est ça qu'on va explorer, en fait, dans les prochaines minutes ensemble. Donc, tout d'abord, on va y aller avec un petit peu de sa biographie et ses accomplissements en tant que tel à la suite. Et finalement, son influence ultime dans la société de son époque et même un peu aujourd'hui. Donc, à savoir, il va naître le 24 novembre 1833, donc dans le village de Sainte-Rose, qui maintenant est le quartier Sainte-Rose à Laval. Il va intégrer le séminaire de Sainte-Thérèse, donc celui qu'on connaît maintenant comme sous le nom de l'appellation le Cégep Lionel-Groulx. Et il va être considéré assoiffé d'histoire, un intellectuel, un bon élève, vif d'esprit et passionné pour l'agriculture aussi. Donc, on a déjà les bases de se dire que peut-être justement il est passionné et ambitieux. Il va être ordonné prêtre le 1er juin 1856 et il a un physique très imposant, à savoir qu'il fait environ 1,80 m, donc c'est 5 et 11 si on prend les pouces et les pieds, et il se retrouve à peser 135 kg, ce qui veut dire environ presque 300 livres, calculé à peu près à 290 livres. Donc, un homme imposant et massif. Donc, il va être nommé à son premier poste vicaire à Sceaux au Récollet. Ça va se dérouler de juin 56 à mars 59, donc c'est proche des lignes des États-Unis. Et il va devoir gérer beaucoup de divisions entre la population, non seulement protestante et catholique, mais aussi irlandaise et francophone. Donc, il va devenir, par ce fait-là, un grand médiateur, donc qui va être capable de gérer les conflits s'il y en a au fur et à mesure. Il va en fait voir un exode massif des Canadiens français vers les États-Unis, qui, on se rappelle à l'époque, se retrouvent à quitter les terres surpeuplées, qui sont déjà exploitées, pour aller essayer leur chance et de travailler, gagner leur vie dans les usines de la Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, avec la révolution industrielle. Donc lui se promet un jour d'être capable de faire quelque chose pour contrer ça quand il va en avoir les moyens. Mais pour l'instant, il constate qu'il ne les a pas. Il va être, après ça, prêtre à Saint-Bernard-de-la-Colle, encore là, proche des États-Unis. Et il va se rendre compte qu'il y a un autre problème, en fait, qui va arriver. Donc, les Fenians, ce groupe d'Irlandais qui vont tenter de conquérir les colonies d'Amérique du Nord des Anglais pour essayer de négocier l'indépendance de l'Irlande, vont faire, évidemment, des attaques au Nouveau-Brunswick et au nord-ouest. Lui, en fait, le curé va se dire qu'il va être le premier à défendre donc l'association lui-même. S'il savait jamais de venir par la colle, vous me verrez à la tête de la compagnie qui les repoussera. Donc, ça donne un petit peu l'idée du personnage en soi. On se rappelle que son imposant physique, sa voix forte, vont lui donner une réputation d'homme au caractère bouillant. Donc, quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer et qui dit sa façon de penser. Donc, cette trame de fond-là va nous être utile à savoir quand on va vouloir poursuivre l'analyse du personnage et de ses actions. Il va demander d'être transféré aux États-Unis, donc soit dans un monastère ou un évêché aux États-Unis ou quelque chose, une paroisse, peu importe, mais on lui fait changer d'avis en fait, et il va être transféré à Saint-Jérôme. Donc, maintenant qu'il est curé de Saint-Jérôme,
on a en fait, il se rend compte qu'il y a des grands besoins en fait à combler dans la communauté qui a environ 800 à 900 personnes et qui existe depuis une trentaine d'années. Pour lui, évidemment, c'est sûr, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas juste beaucoup de travail. Il y a aussi un gros potentiel au niveau des ressources naturelles du territoire et tout. Donc, il va caresser à ce moment-là l'idée de la colonisation des terres dans le nord des Laurentides. Donc, Saint-Jérôme est considéré par des Québécois ce qu'on appelle le Nord. Donc, pour moi, je trouve pas que Saint-Jérôme, c'est le Nord, mais pour certains qui arrivent de la Rive-Sud, c'est le Nord. On s'en va dans le Nord, on s'en va à Saint-Jérôme. Donc, lui, il veut coloniser un peu plus loin dans le Nord. Donc, ce qu'il va faire, en fait, c'est que de 1868, il va commencer quelques randonnées pour prendre le pouls dans le Nord, donc la région, voir ce qu'il y en est et tout. C'est en 70 que ça va être un peu plus précis. Donc, il va se diriger avec des expéditions plus organisées dans ce qui s'appelle à partir des pays d'en haut. Va remonter la rivière du Nord et il va explorer la vallée de la rivière Rouge. Donc, tous ces endroits-là qui vont considérer que c'est des terres qui ont un grand potentiel en ressources naturelles et pour pouvoir s'y installer. Donc, il va planter des croix le long de son chemin pour marquer de futures paroisses qui pourraient arriver et finalement, justement, vont voir le jour comme Saint-Jovite, Saint-Faustin, la Conception, Nomingue, la Chute aux Iroquois qui va prendre le nom de Labelle directement lui-même. Donc, des endroits qui, justement, vont voir des implantations de personnes et de colons se faire. Et entre 73 et 1885, il va effectuer 29 voyages dans le nord des Laurentides. Donc, on voit que c'est quand même quelqu'un de très actif, qui va considérer justement important son projet, le tenir à bout de bras et continuer à travailler pour qu'il voit le jour. Donc, une petite image du curé Labelle en 1864, donc comme on peut le voir, comme je vous disais, avec la physique imposant, ça nous donne une bonne idée de la stature de l'homme. Donc, on a des tentatives, en fait, pour installer un chemin de fer. Donc, c'est beau la colonisation, mais faire un chemin de fer, ça rend encore plus facile pour amener non seulement les ressources de la ville de Montréal, mais aussi les personnes qui voudraient se déplacer. Donc, il va inviter une délégation le 31 janvier en 71 pour montrer le potentiel de la région, donc à des investisseurs qui viennent de Montréal. Il ne réussira pas malgré tout à les convaincre pour cette délégation, mais en 73, le projet va faire que ça va être mis sur la glace vu qu'il n'a pas été capable assez d'aller chercher de l'appui de ce côté-là. Mais s'y croire que ça va le décourager, ce serait bien mal connaître notre homme parce que il va continuer à travailler, lui et ses amis, pour voir le projet s'installer et se concrétiser pour de vrai. Il va y avoir en fait, à un moment donné, un de ses amis qui va aller dans la région de Québec et être capable de mettre la main sur un prêt de 4 millions qui vont lui permettre de créer le tronçon de Montréal à Saint-Jérôme. Donc, la construction va débuter en janvier 1876 et finalement, l'inauguration va se dérouler le 9 octobre de la même année. Donc, il va y avoir aussi une voiture qui va être au nom de Labelle pour commémorer justement son implication dans le projet. Ultimement, la piste du train du Nord va se rendre jusqu'à Mont-Laurier. Donc, évidemment, c'est pas là que ça va se passer, mais à la base, ce tronçon-là, comme je le disais, va se rendre jusqu'à là-bas. Donc, c'est quand même un tronçon important dans la région qui va finir par fermer plus tard à cause du CN qui va décider de le terminer. Donc, c'est quoi l'objectif? En fait, il va continuer, évidemment, malgré le fait qu'il travaille ardemment sur le projet de colonisation et sur le chemin de fer, il se retrouve en fait à continuer de se consacrer à sa paroisse, bien évidemment. C'est le curé de Saint-Jérôme. La paroisse est reconnue depuis un certain moment déjà à sa demande, donc il y a quand même quelque chose qui se voit ici être de son importance, de prendre le temps d'y être, de faire les messes et tout. Il y a aussi une grande industrialisation qui se fait à cette époque-là, donc quelques compagnies vont s'installer comme le piano, de la pulpe pour les gants, on va voir aussi d'autres, bref, en tout cas, il y en a au moins 4-5 importantes. Lui, il n'est pas contre, en fait, de voir
l'industrialisation de l'endroit, même s'il est attaché au côté agricole par son projet de colonisation. En fait, il trouve que c'est juste une bonne idée parce qu'il voit Saint-Jérôme devenir une grande ville. Donc déjà à l'époque, lui, c'est 800-900 personnes, il voit ça devenir considéré une grande ville. Mais il essaie quand même d'influencer un petit peu les industries et les industriels à avoir une régulation un peu plus éthico-religieuse. Donc déjà, ça c'est un mouvement qu'on va voir non seulement pour lui, mais dans les communautés ecclésiastiques de l'époque, d'essayer d'aider justement les gens à cet endroit qui va finalement, à un moment donné, débloqué par les syndicats religieux, mais ça, c'est une autre paire de manches à une autre époque. Mais pour l'instant, il essaie de quand même de faire que les conditions sont bien pour les employés, ou du moins mieux. Il va aussi avoir la fondation de la Société de colonisation du diocèse de Montréal, qui va s'installer, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, il y a l'archidiocèse de Montréal qui a aussi dans son enceinte Saint-Jérôme. Donc, c'est pas encore considéré un archevêché Saint-Jérôme ou un évêque. Donc, on n'a pas en fait de disparité entre les deux. C'est vraiment une même entité, mais avec une section Saint-Jérôme. Donc, c'est pour ça que théoriquement, Saint-Jérôme est sous le Monseigneur de Laval. Pas de Laval, mais de Montréal. Il va aussi essayer de s'associer avec d'autres personnes d'influence, dont Arthur Buis, un publiciste en 1879. Malgré que les deux hommes ont quand même une certaine opposition, Arthur Buis est un anticléricalisme notable, et évidemment, le curé Labelle est un membre du clergé. Ils vont quand même s'entendre sur la colonisation, que les deux voient d'un bon œil, et il va y avoir deux œuvres que va faire Arthur Buis pour pousser, si on veut, émousser l'idée de la colonisation des terres du Nord. Il va devenir, en fait, le curé Labelle très populaire et fort de sa réussite en 83. 2 fois, on va lui rendre hommage dans cette année-là. Il va même être demandé, en fait, de visiter la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie par des cercles de curés, et aussi à la demande du gouvernement pour coloniser les terres de l'Ouest pendant l'expansion des terres de l'Ouest dans le Canada, mais aussi la région des Laurentides. Donc, on va le voir en fait aller un peu dans l'arène politique. Finalement, c'est quelque chose que je ne me serais pas attendu en faisant une lecture plus approfondie du curé Labelle, c'est qu'il va justement travailler au gouvernement. Il va être invité en fait avec le gouvernement d'Honoré Mercier comme sous-commissaire du nouveau département de l'agriculture et de la colonisation le 15 mai 1888. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont essayer d'aller dans l'optimisation de la colonisation. Donc, c'est beau vouloir coloniser, mais il faut quand même être capable d'aider les colons qui vont s'installer. Donc, ils vont essayer de supprimer les réserves forestières. Ça, c'est un avantage qui était aux compagnies forestières qui étaient nettement au détriment de la colonisation. Ce que ça va faire, c'est qu'ils vont quand même réussir à permettre aux colons de s'installer plus rapidement au lieu de juste laisser la mainmise aux compagnies forestières qui, elles, ne coupaient que du bois et ne voyaient pas d'un bon œil les gens s'installer sur le territoire. Donc, ce qui va arriver, vite fait, c'est qu'elles vont pouvoir avoir la première coupe, mais après, elles devront laisser les gens s'installer. Et il va aussi y avoir le bill des 100 acres. Ça veut dire qu'il va y avoir 100 acres qui vont être octroyés à toute famille qui a 12 enfants vivants. Donc, évidemment, c'est pour, comme on le sait, être capable de voir les familles s'installer, mais il ne faut pas oublier que la colonisation reste quand même un exercice difficile et exigeant pour les familles. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple. Le chemin de fer n'aboutit pas. Donc, il essaye, comme je vous le disais, il y a déjà jusqu'à Saint-Jérôme qui se fait, mais lui, il veut l'envoyer plus loin. Donc, plus tard, ça va se faire, mais pour l'instant, ça va être après que ça va se faire. Là, en fait, il y a des adversaires parce qu'il est avec le gouvernement libéral Honoré Mercier. Mais ses adversaires politiques se rendent compte en fait que ce sont les conservateurs, mais aussi Monseigneur Édouard Charles Fabre, lui qui est le Monseigneur justement de l'archidiocèse de Montréal. Et lui, il voit en fait que non seulement il est populaire, mais il a des pouvoirs politiques et ça le rend dans tous ses états, ça lui fait
frisé à capine sur la tête, donc pour lui, ça ne fonctionne pas et il a en horreur le curé Labelle. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que Mercier va devoir demander au Saint-Siège d'accorder à Labelle un titre qui va lui permettre justement de gérer quelques petites affaires politiques, à savoir le protonotaire apostolique ad instar. Donc, ça, c'est l'objectif de lui permettre de faire son travail sans que ce soit en contradiction avec le côté religieux de sa tâche. Donc, ici, une petite photographie de Labelle et son ami Arthur Buis, ou du moins son collaborateur. Mais l'archevêque ne se calme pas. En fait, il est dans tous ses états et il est en furie. Donc, il n'est pas capable de se calmer. Il veut rien savoir. Il veut exiger la démission de Labelle, non seulement de son poste au gouvernement, mais il va le demander au pape directement. Le pape va devoir le calmer un peu. Il va le faire même à 2 reprises. Une en novembre 89 et en mai 90. Donc, Léon XIII va dire « Wow, minute, papillon, calme tes nerfs. Il a le droit de faire ça. C'est correct. T'as pas d'affaire à t'en mêler. Respire par le nez, puis continue à faire tes tâches ecclésiastiques qu'on t'a demandé déjà. » Labelle va retourner en France du 9 janvier au 15 septembre 90. Il va demander justement il va aller clamer sa cause au Saint-Siège, puis il veut la création du diocèse de Saint-Jérôme. Donc, il veut essayer d'être capable de un peu de départir de l'influence de Montréal, donc d'essayer de se retrouver avec une section qui serait un peu plus administrée par lui ou les gens du coin, et non pas de Monseigneur Édouard-Charles Laforgue qui ne l'aime pas du tout. Il l'a pris en grippe depuis un bon moment déjà. Puis il va aussi essayer, par la même voyage, quand il va aller en France, de amener le monde à coloniser encore les Laurentides. Donc, une fois qu'il est à Rome pour essayer d'avoir le diocèse, ben, il y a une tuile qui va lui tomber sur la tête. Le diocèse ne lui sera pas accordé. Et ça, en fait, ça va lui faire se rendre compte que pour lui, son action et ses activités vont terminer. Donc, d'ailleurs, on va le signer, le citer plutôt, on va le signer aussi rendu là. Il va dire le journal Montréal Star ces mots-là. Il est vrai que l'archevêque de Montréal n'aime pas à ce qu'aucun de ses prêtres ne soit élevé à la position d'évêque. C'est possible que M. Mercier prie le pape de m'ordonner de rester, mais mon désir est de m'en retourner dans mon comté et d'aller vivre près des lacs et des montagnes en arrière de Saint-Jérôme. Donc pour lui, il a l'impression qu'il est épuisé. Les plans et les projets, ça fait plus de 20 ans qu'il en fait pour la colonisation. Il est épuisé, il est brûlé, donc il va essayer de se reposer. Il va même présenter sa démission à Mercier le 26 décembre 1890, mais ce dernier refuse. Mercier n'est pas fou, il sait que le prêtre, mais le curé est très populaire, ça lui donne une bonne publicité pour son gouvernement, donc c'est avantageux pour Mercier, puis il veut pas non plus avoir un grand travailleur comme ça qui s'en va. Mais en fait, à ce moment-là aussi, Labelle commence à avoir des difficultés parce qu'il y a une hernie abdominale qui commence à le faire souffrir. Donc, on se rend compte en fait que le roi du Nord va décéder très rapidement suivant ça. Donc, seulement le 2 janvier 1891, donc c'est à peu près 2 semaines après qu'il ait essayé de remettre sa démission à Mercier, son état s'aggrave et il va être opéré. Donc, au début, ça semble aller mieux. Dans les premières heures, sa situation s'améliore, mais finalement, il va décéder le lendemain. La cause à laquelle on croit serait une mort d'une infection du sang, donc une septicémie qui aurait été généralisée son état et finalement emporté le curé Labelle dans son sillon. Ses hommages et ses obsèques, en fait, vont être célébrés à Saint-Jérôme. Il va être attendu à la gare de Saint-Jérôme où est-ce que son corps va être amené et acheminé pour la ville. À 5000 personnes vont l'attendre et une délégation de 1200 personnes de Montréal vont être à ses funérailles le 8 janvier.
Donc, c'est sûr que ça peut être un peu étrange pour certains de croire qu'il y a des gens de Montréal qui seraient venus le voir, mais il y a une petite histoire que je réserve pour la fin qui va justement permettre de comprendre pourquoi 1200 personnes de Montréal étaient venues aussi assister à ses obsèques. Il va y avoir la présence de personnes quand même très importantes. Il va y avoir probablement un des plus grands rassemblements des gens du clergé en dehors des grandes villes. Et il va évidemment y avoir la présence d'Honoré Mercier, Joseph-Adolphe Chapelot, qui a été quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, qui a beaucoup cru au projet. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a été chercher les 4 millions en prêt que je parlais plus tôt. Et l'ensemble des ministres du gouvernement québécois. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué à cette époque et on peut le voir par la présence de Grant à son enterrement et ses funérailles. Donc, son influence, en fait, c'est un curé, évidemment, qui était rassembleur. Il y avait certaines particularités au curé Labelle. Donc, ses habits étaient usés. Donc, c'était pas quelque chose qu'il allait se cacher sous des soutanes propres et le faste des clergés religieux de l'époque. Pour lui, la colonisation était une empreinte, un travail qui était difficile. C'était une entreprise qui demandait beaucoup d'efforts pour réussir et c'était éreintant. Et en fait, lui-même démontre clairement cet état d'esprit-là avec ses soutanes usées qu'il ne change pas et qu'il utilise. On se rappelle qu'il a été un grand marcheur à explorer la région beaucoup, donc il se déplaçait constamment. Et il va aussi, évidemment, mettre tellement d'emphase sur la colonisation, ses efforts vont beaucoup aller là-dedans, ce qui va faire qu'il va négliger un petit peu son côté religieux de la paroisse, donc de Saint-Jérôme, et ça va à lui attribuer des troubles un peu avec le clergé local, parce que ses devoirs religieux n'étaient pas assez considérés de son côté, alors que lui, à l'inverse, considérait que les religieux ne faisaient pas assez leurs devoirs eux-mêmes. Donc, on voit un petit peu l'ambivalence ici de la situation. Mais à la base, c'est ça. Il était très, très accentué sur la colonisation. Donc, on se rappelle qu'évidemment, Monseigneur Faure va tenter de lui retirer sa paroisse. Ce n'est pas pour rien. Il était pour lui avec trop d'influence et trop de pouvoir à son goût. Et il a voulu lui mettre des bâtons dans les roues. Mais on a quand même essayé de donner de l'argent au curé pour qu'il s'achète des nouvelles soutanes, mais fidèle à lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris l'argent puis il a donné ça à plus pauvre que lui. Donc, il considérait que ses soutanes faisaient l'affaire, même si elle était un peu usée et fatiguée, c'est pas grave. Elle l'habillait bien quand même. Donc, on continue, on a d'autres choses à faire. Il y en a qui ont besoin de l'argent plus que moi. Voilà mon grand, voilà ma grande. Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. On a aussi environ 45 voyages qui auraient été faits pour explorer la région en canot et à pied. Donc, malgré sa carrure imposante, on voit que c'était quand même quelqu'un qui bougeait beaucoup. Donc, beaucoup d'énergie et utilisait énormément. Donc, l'anecdote que je voulais vous conter, en fait, c'est que le curé Labelle aurait sauvé Montréal. Oh, c'est intéressant, hein? Comment ça s'était passé? Eh bien, l'hiver de 72, en fait, est un hiver où il fait particulièrement froid. Donc, bon, est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui peut faire froid à Montréal dans ces années-là? Pas pertinemment. Cependant, il y a une récession économique qui est présente et qui touche la ville. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir non seulement une pénurie de bois, mais les gens vont avoir de la difficulté à payer ce bois-là. S'il y a une pénurie, ça coûte plus cher. Ce qui veut dire que s'ils ne sont pas capables de se chauffer, ils vont mourir de froid. Mais n'ayez crainte, le curé Labelle prend la tête d'un cortège de 80 traîneaux et va amener du bois à Montréal pour chauffer ce petit monde. Donc, ils vont distribuer le bois aux populations plus pauvres, ce qui va empêcher les gens de mourir de froid. Et surtout qu'à Saint-Jérôme, à l'époque, du bois, il y en a en masse. Donc, lui, il s'est dit, moi, je resterai pas là les bras croisés alors que je peux aider ces gens-là. Donc, les 80 traîneaux remplis à craquer de bois vont être capables d'être fournis à Montréal pour aider les gens à traverser l'hiver. Donc, évidemment, l'accueil qu'il reçoit est celui d'un héros.
à n'importe quel, quand tu te rends compte que tu es en difficulté et que quelqu'un vient t'aider comme ça, c'est sûr qu'il va avoir une grosse influence. Donc, c'est pas pour rien qu'il va y avoir 1200 personnes, un cortège de Montréal qui va aller à ses obsèques. C'est pour justement souligner son importance qu'il y a eu. Non seulement il y a en plus le curé Labelle, fin stratège qu'il était, pouvait non seulement aider les gens qui avaient là pour pas mourir de froid, mais aussi, ça peut aussi aider à convaincre les gens d'affaires. Il y a beaucoup de ressources. Là, vous avez vu, il y a du bois, mais il y a d'autres choses dans le coin de Saint-Jérôme des Laurentides. Donc, vous devriez venir investir. Donc, en fait, son influence était tellement grande que dans le côté actuel de l'histoire, pour l'époque et jusqu'à maintenant, son influence aurait été celle-ci. Bon, évidemment, l'objectif, pourquoi il voulait autant coloniser, c'était, comme on l'a vu au départ, tenter de combattre l'exode massif des colonisations français vers les États-Unis pendant la révolution industrielle pour le travail. Donc, il voulait essayer d'orienter ces gens-là plus vers la colonisation des nouvelles terres pour être capable de maintenir ces personnes-là pour pas qu'elles s'en aillent. Il va y avoir aussi, évidemment, le développement des régions dans le nord des Laurentides, donc les endroits où il y a eu des paroisses qui ont été créées, où est-ce qu'il, exemple, il a mis des croix, où est-ce qu'il y avait des plus d'opportunités, où est-ce qu'il a fait venir des gens pour coloniser, où il a vu d'un bon œil l'industrialisation de Saint-Jérôme. Donc, c'est pas lui, évidemment, qui a fait amener une usine de piano, par exemple, mais il va quand même voir ça côté positif. Il veut rendre Saint-Jérôme une grande ville. Et tous les efforts sont bons pour y arriver, donc l'industrialisation et l'arrivée de nouvelles personnes ou la colonisation des régions un peu plus dans le nord. Il va devenir un personnage historique au Québec le 15 janvier 2016, donc 125 ans après l'anniversaire du roi du Nord. Et il va y avoir évidemment un monument de lui qui va être érigé à Saint-Jérôme depuis. Et le train du Nord va se rendre jusqu'à Mont-Laurier, comme je le disais précédemment. Il va quand même réussir à compléter, le trajet va réussir à être complété plus tard, mais je crois que c'est après son décès, donc il ne verra pas le chemin de fer s'étirer de son vivant. Et dans le côté télévisuel, il va être joué à la télévision par Paul Desmarteau de 56 à 70, donc... et son rôle va être repris par le très talentueux Antoine Bertrand de 2016 à 2019 dans les Pays d'en haut, donc une série qui va revoir le jour plus tard. Donc, la toponymie. Donc, la toponymie actuelle va donner beaucoup de place à avoir un petit clin d'œil ou être nommé selon le curé Labelle. Donc, il va avoir la municipalité régionale du comté d'Antoine-Labelle, circonscription électorale provinciale de Labelle, circonscription d'Ottawa, Laurentides-Labelle, municipalité de Labelle où va se trouver une statue, une réserve faunique de Papineau-Labelle, le boulevard Curé-Labelle, donc la route 117 qui va du sud au nord, probablement je crois qu'il s'arrête un des tracés qui s'arrête le plus au nord. Je me souviens plus comment ça s'appelle la ville, là, mais je pense qu'il y a une grande pancarte qui dit c'est la fin du monde ou une affaire comme ça. Donc, souligner justement la fin de la civilisation, du moins le grand nord. Et à Laval, il va y avoir le boulevard Roi-du-Nord, le parc Roi-du-Nord et l'école secondaire Curé Antoine-Labelle. Et non seulement ça, mais aussi plusieurs rues de différentes municipalités du Québec. Et finalement, une photo de sa statue à lui devant la cathédrale de Saint-Jérôme, donc où est-ce qu'il a été curé jusqu'à la fin de sa vie. Et où est-ce qu'il a aidé beaucoup à développer, comme je vous disais précédemment, son influence, essayer d'amener les capitaux, les gens à s'installer dans la région. Donc, bref... un homme qui n'a pas vécu tant longtemps que ça, parce qu'il est quand même décédé assez tôt à cause de son opération qui a mal tourné, mais une grande influence dans la région et surtout qui va faire, en fait, à son décès, même en France, on a
été attristé par la nouvelle parce que son franc-parler, en fait, plaisait bien en Europe et à Paris. Donc, ça a eu pour effet, justement, que même en France, il y a eu, ou en Europe, quand même une pensée pour lui, une consternation quand ils ont appris le décès du curé Lamel. Donc, je crois avoir fait le tour de ce personnage, ma foi, très intriguant. Donc, je te souhaite un gros merci. Un gros merci d'avoir été présent. C'était très apprécié. Donc, sur YouTube, si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez toujours vous abonner. Toutes les fins de semaine, encore, je continue à nous sortir un peu plus d'histoire. Donc, vous pourrez suivre la suite des événements. Et puis, comme je vous le disais, c'est ça. Donc, le cliché encore de l'algorithme YouTube, aimez, commentez, abonnez-vous en masse. Donc, assurez-vous d'être capable de suivre et de ne pas rien manquer. On revient à la fin de semaine prochaine. Donc, on va essayer de se trouver une autre idée d'ici là. Et sur ce, un gros merci d'avoir été présent. Marou. Donc, on se revoit bientôt. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.